Des 380 opérateurs de lance-flammes envoyés à Iwo Jima, seuls 18 sont revenus vivants. Imagine la Songsan. Un soldat à peine posé sur le sable noir de la plage sait déjà que son temps est compté. Son espérance de vie, 4 minutes. 4. Pas une de plus. On les considérait comme l'arme la plus efficace des Marines, et en même temps, comme la pire condamnation pour celui qui la portait dans le dos. Un équipement lourd, bruyant, qui transformait son porteur en cible numéro 1 pour chaque tireur d'élite, chaque mitrailleuse, chaque japonais tapi sous la roche volcanique. Le lance-flamme inspirait la terreur non seulement pour ce qu'il pouvait infliger à l'ennemi, mais aussi pour ce qu'il signifiait pour l'homme qui l'empugnait, une mort presque certaine, ou pire encore, la capture et la torture sans la moindre pitié. Car à Iwo Jima, il n'y avait pas de compassion. Les Japonais savaient que ces hommes apportaient du feu liquide, un enfer capable de dévorer bunkers, tunnels et tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Et pour cette raison, un opérateur de lance-flammes n'était jamais traité comme un prisonnier de guerre. Voici l'histoire d'une arme capable de changer le cours d'une bataille, mais aussi l'histoire des hommes qui l'ont portée sur leurs épaules. Des hommes qui avançaient, en sachant que chaque pas les rapprochait de la fin. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le lance-flamme a été l'arme la plus redoutée du Pacifique, et pourquoi ceux qui l'ont utilisé en sont restés marqués à jamais. Quand on évoque la guerre du Pacifique, beaucoup pensent à Guadalcanal, Saipan ou Okinawa. Mais Iwo Jima, c'était autre chose. Une île minuscule, à peine 20 km² de roches volcaniques, perdue au milieu de l'océan, à mi-chemin entre les Mariannes et le Japon continental. Un bout de terre désolé, couvert de sable noir et de fumerolles sulfureuses. Et pourtant, en 1945, il est devenu l'un des lieux les plus convoités de toute la guerre. Pour les États-Unis, sa valeur ne tenait pas à ce que l'île offrait, mais à l'endroit où elle se trouvait. Les bombardiers, B-29, qui décollaient au des Mariannes, devaient de survoler Iwo Jima sur la route de Tokyo et d'autres villes japonaises. Cela voulait dire que les radars et les chasseurs ennemis pouvaient douler les repérer, les poursuivre et les abattre. Prendre Iwo Jima, c'était bien plus qu'une victoire tactique. C'était obtenir un aérodrome avancé, un point d'où les chasseurs américains pourraient escorter les bombardiers dans leur trajet mortel vers le Japon. Un appui solide pour lancer des missions plus courtes, avec plus de carburant et une charge de bombes accrue. Et surtout, une base où ces géants d'acier, endommagés au combat, pourraient se poser en urgence et sauver leurs équipages. Un petit bout de terre, hostile et volcanique, mais à la valeur stratégique incalculable. Voilà pourquoi, pour les Américains, c'était une pièce maîtresse sur la route de Tokyo. Et pour les Japonais, la première ligne de défense de la patrie. Et le Japon, bien sûr, le savait. Le général Tadamichi Kuribayashi prit en charge la défense avec une seule mission: retarder les Américains le plus longtemps possible. Il ne s'attendait pas à survivre, mais voulait faire payer chaque mètre de sable avec du sang. Les Nord-Américains étaient convaincus qu'à Iwo Jima, il n'y aurait pas plus de 13 000 défenseurs japonais. Mais ils se trompaient, et de beaucoup. Le chiffre réel frôlait les 23 000 hommes prêts à mourir sur l'île. Au dos de commande se trouvait le général Tadamichi Kuribayashi, un homme qui savait que la bataille était perdue avant même de commencer. Malgré tout, il avait promis à l'empereur de faire payer aux Américains chaque mètre de sable au prix du sang. Pour y parvenir, il transforma Iwo Jima en forteresse souterraine. Il fit creuser plus de 18 km de tunnels dans la roche volcanique, un réseau de bunkers, de nids de mitrailleuses, d'artillerie et de dépôts camouflés. Le tout relié sous terre, invisible pour l'aviation. Chaque position était ajustée, chaque plage calculée, chaque mètre consigné sur les cartes d'artillerie japonaises.
pas de ligne de front traditionnelle, seulement un labyrinthe de morts capable de frapper sous tous les angles. Le 19 février 1945, après des jours de bombardements navals et aériens ininterrompus, l'île paraissait ravagée. Les navires américains avaient envie déversé sur elle un déluge d'acier et de feu. Depuis la mer, on aurait juré qu'il ne restait plus rien de vivant. Mais ce n'était qu'une illusion. Les Marines ont débarqué sous un soleil écrasant. Leurs bottes s'enfonçaient dans le sable noir et meuble, comme s'ils marchaient sur de la cendre volcanique. Le terrain avalait chaque pas, les véhicules s'enlisaient, les pelles ne servaient à rien pour creuser des tranchées. Un enfer physique, avant même le premier coup de feu, et pendant 1 heure entière, rien ne se passa. Un silence inquiétant recouvrait l'île. Les soldats tentaient de s'organiser, d'avancer, de gagner du terrain. Certains pensèrent que le bombardement avait porté ses fruits, que les Japonais étaient finis. Mais alors, Kuribayashi donna l'ordre. Soudain, le sol a tremblé. Depuis chaque colline, chaque bunker camouflé, chaque tunnel invisible, ont jailli les mitrailleuses, les mortiers et l'artillerie. Un feu calculé, précis, dévastateur. Les plages, bondées d'hommes à découvert, se sont transformées en abattoirs. Des groupes entiers de Marines furent fauchés en quelques secondes, pris au piège entre ce sable qui n'offrait aucune protection et le feu croisé qui s'abattait sur eux de partout. C'était le début de l'une des batailles les plus sanglantes du Pacifique. Et pour les Marines, la sensation fut immédiate, brutale. Iwo Jima ne serait pas une île de plus. Ce serait l'enfer. Les Marines progressaient lentement, mètre par mètre, réduisant bunker après bunker au prix de dizaines de vies. Mais à Iwo Jima, rien ne semblait avoir de fin. Chaque position qu'ils croyaient sécurisée se remettait à tirer quelques 2 minutes plus tard. Les Japonais réapparaissaient sans cesse grâce à leur réseau de tunnels. C'était comme combattre un ennemi fantôme, un labyrinthe impossible à contrôler. Les fortins de béton étaient quasiment indestructibles, des blocs enterrés dans la roche avec des fentes si étroites qu'elles ne laissaient guère dépasser qu'un canon de mitrailleuse. Des champs de tir croisés qui se couvraient les uns les autres, créant des zones de mort impossibles à franchir. Ni grenades, ni charges explosives n'assuraient de les détruire. Beaucoup étaient conçus en zigzag, de sorte que l'onde de choc se perdait sans atteindre les hommes à l'intérieur. Les Marines avaient besoin de quelque chose de plus. Alors apparut l'arme la plus redoutée de toute la campagne, le lance-flamme M2. Un monstre de 30 kilos sur le dos, 2 réservoirs d'essence épaisse, un de diazote comprimé, un tuyau métallique avec allumeur au bout. Un équipement lourd, mal commode et terriblement visible. À peine 20 mètres de portée réelle et seulement 7 secondes de feu continu avant d'être à sec. Avancer avec cet engin dans le dos relevait presque du suicide. Chaque fois qu'un opérateur se rapprochait d'un bunker, l'ennemi le repérait aussitôt. Il n'y avait pas d'uniforme plus reconnaissable, ni silhouette plus haïe. Tous les fusils, toutes les mitrailleuses, tous les regards japonais se braquaient sur lui, parce qu'ils savaient parfaitement ce qui arriverait s'il atteignait leur position. Pour un opérateur de lance-flammes, mourir criblé de balles tenait presque de la délivrance. Être capturé signifiait bien pire. Les récits cessent de parler de scènes glaçantes. Des Marines traînaient dans les grottes, d'où leurs cris résonnaient des jours durant, jusqu'à s'éteindre. Personne ne pouvait les aider. La brutalité était certaine. Et pourtant, le lance-flamme était le seul moyen réellement efficace d'arracher les Japonais à leur réseau souterrain. Il ne s'agissait pas seulement de brûler. Ce jet incandescent atteignait les 2000 degrés. Dans un tunnel clos, les flammes dévoraient l'oxygène en quelques secondes. Même si le feu ne touchait pas directement les défenseurs, le résultat était le même.
la mort inévitable. En surface, le lance-flamme inspirait la terreur. Mais dans les tunnels d'Iwo Jima, il devint le véritable visage de l'enfer. Le coût humain fut tout simplement indescriptible. Les opérateurs de lance-flammes n'avaient mis pas d'avenir sur le champ de bataille. Leur espérance de vie se comptait en heures, voire en minutes. Les trous rares qui survivaient à Iwo Jima en sortaient avec des cicatrices impossibles à effacer, pas seulement physiques, mais mentales. Car ceux qui revenaient portaient dans le poids insoutenable de ce qu'ils avaient jamais vu, respiré et entendu ce que ce feu liquide faisait à d'autres êtres humains, un traumatisme qui les poursuivrait à jamais. Mais la bataille exigeait encore plus. Alors les Marines décidèrent de pousser l'enfer un cran plus loin. Naquirent pour les chars lance-flammes Sherman. À première vue, ils ressemblaient à des chars ordinaires, mais à la place du canon, ils dissimulaient un lance-flamme capable de projeter le feu à plus de 100 mètres. Ils n'avaient pas 7 secondes de carburant, mais des centaines de litres d'essence épaissis. Quand ils tiraient, la langue de feu transformait des grottes entières en fours mortels. Leur seule présence déclenchait la panique. Dès qu'un Sherman lance-flamme ouvrait le feu, toute la défense japonaise se concentrait pour le détruire, sachant que, sinon, leur position serait rasée en quelques secondes. C'était comme voir l'enfer rouler sur des chenilles d'acier. Et pourtant, ils furent décisifs. Les Sherman lance-flammes ont réussi ce que des hommes seuls ne pouvaient presque pas faire, déchirer la forteresse souterraine d'Iwo Jima et ouvrir la voie au reste des troupes. Après plus d'1 mois de combats acharnés, l'île est tombée. 36 jours d'enfer sur du sable noir. 1 mois durant lequel chaque mètre coûta des centaines de vies. Iwo Jima resta aux mains des Américains, mais la victoire eut un prix terrifiant et, en son centre, restèrent gravés à jamais les hommes du lance-flammes, les soldats à la vie la plus courte et au fardeau le plus lourd de toute la guerre du Pacifique. La bataille d'Iwo Jima fut l'une des plus sanglantes de toute la Seconde Guerre mondiale. Un affrontement où la terre brûlait, le ciel s'assombrissait de fumée et des milliers d'hommes restaient pris au piège d'un enfer sans issue. Parmi eux, les opérateurs de lance-flammes, des soldats qui, en quelques minutes, devenaient la cible de tout le front. Des hommes qui avançaient vers une mort presque certaine, en sachant que chaque pas pouvait être le dernier. Ils furent à la fois des héros et des condamnés. Héros, parce que sans eux, se frayer un chemin dans ce labyrinthe de tunnels aurait été impossible. Condamnés, parce que le prix de porter cette arme ne s'arrêtait pas sur l'île, mais les poursuivait toute leur vie, dans leurs souvenirs, leurs cauchemars, le silence de chaque nuit. Une génération marquée à jamais par l'arme la plus redoutée du Pacifique. Le lance-flamme, l'outil qui a ouvert la route vers la victoire, mais qui a inscrit ses porteurs pour toujours dans l'histoire comme les soldats les plus sacrifiés de la bataille d'Iwo Jima. Si tu veux découvrir d'autres histoires cachées de la guerre, abonne-toi et laisse ton commentaire, car l'histoire garde encore des secrets qui méritent d'être racontés.